Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO. Bonsoir, Monsieur Sawadogo. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Comme de coutume, on va commencer donc par en savoir davantage sur votre parcours personnel. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat A obtenu en 1998 au lycée Montaigne, ici même à Ouagadougou. Parlez-nous déjà de votre cursus et surtout de ce penchant pour la chose littéraire. Oui, vous l'avez dit, le lycée Montaigne, comme vous le savez, est situé dans le quartier Gounguin, un quartier qui est quand même reconnu par ces monuments de la scène artistique et culturelle du Burkina Faso. Je pense à Etienne Minougou, entre autres, à Amadou Bourou, paix à son âme. Voici des personnes avec qui on est en contact, vraiment, qui vous parlent beaucoup de la littérature, qui vous parlent de l'art. Donc, c'était un moment après le bac, on a certainement envie de faire comme eux. Donc, en tout cas, un baccalauréat A, comme je l'ai dit, donc obtenu en 1998. Et juste après, vous arrivez à l'université, vous faites le choix de histoire et archéologie. D'abord, est-ce que c'était déjà un choix ou est-ce que c'était malgré vous? Non, c'était un choix. Je pense qu'à l'époque, après le bac, on avait la possibilité de choisir trois filières à l'université. C'était mon premier choix parce que pour moi, c'était très important en tant que, disons, en tant que Burkinabé, en tant qu'Africain, de connaître vraiment mon histoire avant de pouvoir me plonger dans le futur. Donc, je me disais qu'avec cette base, ces connaissances historiques que j'aurais à l'université, ça me permettrait de pouvoir, un jour, en fait, ou l'autre, de pouvoir choisir dans la filière dans laquelle je vais travailler et je me concentrerai mieux moi-même, connaître mon histoire, connaître mon pays, connaître mon continent et connaître le monde avant d'agir sur ce monde-là. Mais l'ambition, c'était quoi à cette époque-là? Parce que la question qu'on se pose, c'est ça. Oui, à cette époque, c'est vrai, quand je choisissais, de faire histoire et archéologie, je savais plus ou moins déjà ce que je voulais faire, tout en sachant que je ne voulais pas être enseignant. Bien vrai que c'était moi, mes enseignants à l'université m'ont essayé de me guider un peu dans cette filière-là, mais j'étais vraiment sûr de moi, en fait, que je voulais travailler dans le milieu culturel, mais je ne voulais pas être enseignant à l'université, ni dans une école primaire ou secondaire. Mais à l'université, il y avait des filières d'art quand même. Oui, mais l'année où j'arrivais, je crois qu'à l'université, nous avons juste le art et communication, Mais moi, justement, avant d'arriver à l'université, comme je vous disais, j'étais beaucoup en contact avec des personnalités de la culture qui me faisaient savoir que l'idée pour moi serait de commencer de connaître mieux l'histoire de mon continent, de connaître mieux l'histoire des arts, de l'archéologie et autres, avant de m'engager dans une branche qui sera beaucoup plus technique. Alors, 98, je l'ai dit, vous avez eu votre bac, une année difficile au Burkina. En décembre, assassinat de Norbert Zongo. Exactement. Et puis on se souvient de tout ce qui donc, a eu lieu après donc, ce drame-là. 99-2000, invalidation de l'année académique. Oui. Comment vous l'avez vécu? Oui, je disais ce matin justement à des jeunes frères, notre parcours, pour ne pas dire notre passage à l'université de Ouaga n'a pas été de tout repos. Justement, l'année où on arrivait, je me souviens très bien qu'on était quasi les premiers, en fait, avec mon ami Sanfo, Ouma à l'époque, être les premiers étudiants dans la cour de Norbert Zongo. Et ensuite, nous sommes partis pour des grèves. Nous avons essayé de lutter pour avoir le phonère à l'université de Ouaga à l'époque. Et puis après, on enchaîne, on arrive dans les années invalidées. Mais en même temps, on était quand même des étudiants travailleurs. C'est-à-dire, bien vrai qu'on était partis pour acquérir des connaissances au niveau de l'université de Ouaga, on était déjà enclin quand même dans pas mal d'activités au niveau de Ouaga, ce qui nous a amené à travailler dans la cour de Zaka au centre-ville, là, qui est devenu maintenant espace, je crois, Petit Bazar. On a travaillé au musée national, donc on n'était pas des étudiants normaux entre griffes, on était des étudiants travailleurs. Mais est-ce qu'avec le recul, vous avez toujours la même lecture, si c'était à refaire? Parce que 99-2000, certains ont estimé que vous avez été des jusqu'au-boutistes. C'est pour cela que l'année était invalidée. Oui, je crois que c'est vrai, nous avons payé les pots cassés, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens beaucoup sont des étudiants qui en ont profité après, surtout avec le cas du Phonet qui est arrivé sur le campus, arrivé au niveau de l'université de Ouaga, et de montrer aussi qu'au sein de l'université aussi, il y avait des personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des idées, il faut les avoir, mais il faut arriver aussi à aller jusqu'au bout, afin que des idées puissent un jour quand même pas profiter à vous-même qui êtes en train de lutter, mais surtout à vos jeunes frères qui arriveront. Mais il y a aussi des conséquences négatives. Certains estiment que les chevauchements des années, juste après, on a vu des salles de classe qui étaient devenues trop petites pour contenir les effectifs. Certains estiment que tous ces problèmes-là plongent leurs racines dans l'invalidation de l'année. Oui, mais c'est nous qu'on a fait l'année invalidée. Nous avons libéré plus ou moins. Il fallait redoubler les classes. C'est vrai qu'il y a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, nombreux sont ceux aussi de cette époque-là aussi qui ont
compris que la lutte aussi, à un certain moment, il fallait savoir mettre de l'eau dans son vin. Et dans ce cas, nous l'avons fait. Et je suis vraiment désolé que la situation ait continué et perdure aussi, mais je pense qu'à chaque génération, ça lutte. Voilà. Mais certains, à l'époque, ont même quitté l'université après l'année invalidée. On estime que ça a vraiment mis un coup d'arrêt total voilà, au cursus académique de beaucoup d'étudiants. Pas totalement, mais les téméraires ont résisté, ils sont restés, ils sont allés jusqu'au bout. C'est comme nous autres aussi, nous sommes allés jusqu'au bout. Ceux qui avaient les possibilités sont allés à l'extérieur. Et aussi, d'autre part aussi, ça a poussé d'autres étudiants aussi, comme je le disais tout à l'heure aussi, à savoir que l'université n'est pas uniquement le seul lieu, en fait, juste aller apprendre des connaissances, mais il faut savoir les appliquer. Et moi, à l'époque, quand j'étais étudiant en histoire de l'art, archéologie de l'université de Ouaga aussi, je me suis dit qu'en tant qu'étudiant, je ne peux pas juste me contenter des connaissances que je devrais acquérir à l'université, mais il fallait travailler à côté pour avoir vraiment cette combinaison entre la théorie et la pratique. Avec un peu de retard, mais quand même vous obtenez donc votre maîtrise en histoire de l'art et archéologie. Nous sommes en 2004 et direction de l'Allemagne. Après, Université du théâtre et de la musique de Hambourg. Voilà, expliquez-nous déjà comment vous vous êtes retrouvé en Allemagne. Oui, justement, vous voyez, c'est plus ou moins un peu une suite logique en fait, de cette grève-là, parce qu'on était dans une situation qu'il fallait essayer quand même de trouver des plans B. Et dans ces plans B aussi, l'Internet commençait à arriver. À l'époque, je me souviens très bien, c'était à l'espace Internet, je crois que c'était sur Kwame Nkrumah. On naviguait pour 1 heure à 2000 francs ou à 3000 francs, c'était très cher à l'époque. Mais justement, il fallait chercher de savoir comment, au-delà de ce que je peux apprendre ici, je peux encore acquérir des connaissances ailleurs. Surtout que je viens d'une famille modeste, il fallait trouver des bourses. Et l'Internet, pour moi, c'était l'outil vraiment pratique pour pouvoir poursuivre à porter ces dossiers dans des universités un peu à l'extérieur du continent. Et en plus aussi, j'avais vraiment décidé dès la base de ne pas aller dans un pays francophone, aller dans un pays où il y avait une autre langue, une autre culture, une autre manière de vivre, une autre manière de comprendre un peu le management des choses. Et du coup, quand j'envoyais mes dossiers entre l'Allemagne, le Canada, l'Allemagne faisait partie des premiers pays qui m'ont demandé. Et justement, j'insiste là-dessus aussi, c'est grâce aux connaissances pratiques que j'ai acquises au niveau de l'espace, disons, Petit Bazar aujourd'hui, ou l'espace Zaka à l'époque, au musée national, le musée de la musique aussi. C'est ça qui a permis de donner plus de poids à mon dossier et j'étais admis. Et pourquoi pas la France? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans le système français? Non, c'est pas comme le système ne me plaît pas, mais c'est tout comme je disais tout à l'heure, je parlais déjà la langue française. Je parle déjà la langue française et tous les stages en management culturel que je faisais au niveau du Burkina étaient assurés par des Français ou par des francophones. Pour moi, j'avais besoin d'un autre pays, apprendre d'abord une autre langue, apprendre une forme de management. Et aussi dans mon regard aussi, ou disons dans le système que je maîtrisais plus ou moins dans le milieu francophone, je me suis dit c'est un pays en fait qui mettait beaucoup plus d'argent en fait dans les projets artistiques, pour ne pas dire culturels. Mais moi, j'avais besoin d'aller dans un autre pays où le manager ou l'administrateur culturel devrait développer des capacités, des idées pour pouvoir acquérir des moyens pour pouvoir développer son projet. Et pour moi, aller en Allemagne aussi, j'étais sûr que j'allais apprendre l'allemand, ça c'était évident. Et secondo aussi, j'allais apprendre une forme de management. Mais ça quand même, c'est un obstacle. Vous arrivez en Allemagne, vous ne parlez pas très bien la langue de Goethe. Je ne la parlais même pas du tout. Voilà, expliquez-nous, parce que bon, bien sûr, pour pouvoir étudier là-bas, il faut parler la langue. Oui, effectivement, c'est vrai, il faut être téméraire pour aller dans un pays. D'abord, il fait très froid, il fait plus froid qu'en France. Et j'arrive dans un pays où je ne parle ni la langue, je ne connais pas la culture. Donc la première solution, c'était d'apprendre la langue. Apprendre la langue aussi, je me suis dit, si tu veux réussir aussi, il faut se donner les moyens. Et je ne pourrais pas m'en sortir tant que je ne parlerais pas la langue. Donc je me suis inscrit dans des cours de langue. Elles étaient très difficiles. Ces cours d'allemand, là, il faut reconnaître qu'on veut essayer de prendre la structure, même la syntaxe. L'accusatif, le datif. Et puis bon, voilà, il faut mettre le verbe à la fin. Tout ça, on nous a dit ça à l'école, à l'université à Ouaga. Mais pour moi aussi, l'occasion, en fait, ce qui m'a facilité, c'est que j'aimais le foot. Bon, comme vous savez que l'Allemagne aussi, c'est un grand pays de foot. Rapidement, en tant qu'Africain, quand tu arrives, on pense que, à l'époque, il n'existait pas Drogba, on te pensait déjà à Roger Mila et autres joueurs de foot. Rapidement, je me suis intégré dans ce groupe-là. Et pour pouvoir intégrer dans ce groupe-là aussi, j'ai pensé aussi à une belle parole de ma grand-mère qui me disait, quand tu vas dans un pays, n'attends pas que les autres viennent te chercher, mais va vers les autres, parce qu'ils sont déjà ensemble. C'est comme la brebis qui cherche le troupeau, mais pas le troupeau qui cherche la brebis. C'est ce que ma grand-mère m'avait dit. Donc c'est comme ça que je suis allé vers ce troupeau-là, pour ne pas dire ce groupe d'Allemands-là. J'ai intégré ce groupe-là, j'ai joué au foot. Et en jouant au foot, ce qui est intéressant aussi,
on parle toujours un langage qui est là. Enfin, vous parlez entre vous, il y a un brassage de personnes qui est là. Et bon, justement, aussi, après le foot, les Allemands, ils ont cette tradition d'aller prendre la douche, un espace pour prendre la douche. Et on part boire la bière, en fait, à l'époque. Bon, j'ai arrêté de boire l'alcool très longtemps. On buvait la bière et on partait manger ensemble. Donc, c'est ce contact-là qui m'a facilité dans mon allemand qui était très mauvais. Et quand je parlais l'anglais, on me dit non, ils ne sont pas l'allemand. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis fait des amis en apprenant l'allemand. Et puis, même les cours d'allemand, je les ai arrêtés 2 mois après. Mais je me suis intégré. C'est comme ça mes amis m'ont donné la possibilité de pouvoir... Vous avez pu donc vous intégrer. Mais d'où vient la passion de l'art? Je dis bien université du théâtre et de la musique. Ouais. D'où vient cette passion pour les arts particulièrement? Vous savez qu'on a la chance d'être, disons, origine d'un pays comme le Burkina Faso, l'un des grands pays, pour ne pas dire sur le continent, où la culture est très développée, qu'on a la chance d'être vraiment né dans un pays où il y a Etienne Minungu, où il y a Aristide Tanaga, où il y a Amadou Bourou, je cite, où il y a Irène Tassambedo, et de Salia Sanou, Seydou Boro. On est vraiment, et qu'on vient du quartier Goumen, comme dit quelqu'un, la principauté de Goumen, on a cette chance d'être en contact avec ces personnes-là. Voici des personnes que dès, disons, ma jeunesse, en fait, j'étais toujours avec eux, en contact avec eux, qui nous apprenaient pas mal de choses. Donc, ils vous apportent des choses. À un certain moment, on a envie de faire comme eux. 2010, vous obtenez donc le master avec option cinéma. Nous sommes toujours en Allemagne. Et ensuite débute donc votre carrière professionnelle, beaucoup plus tôt, 2005 déjà, chargé des affaires culturelles et de la communication à l'ambassade du Burkina à Berlin. Comment vous avez obtenu ce poste? Comment vous êtes retrouvé à l'ambassade? Vous savez, en Allemagne, même partout en Europe, quand on est étudiant, on fait toujours des petits boulots. Moi, j'avais cette chance-là de faire du travail d'animation dans des espaces culturels, de donner des cours de français pendant des cérémonies, disons, qui ont rapport avec l'Afrique. C'est là que j'ai rencontré l'ambassadeur. Donc, comme je présentais, je parlais de la culture africaine, je parlais de la culture au Burkina, je parlais de la musique, du cinéma. C'est comme ça, il s'approchait de moi, il m'a dit qui tu es. Et je me suis présenté, il a demandé à me voir et nous avons discuté et tout simplement m'a fait savoir qu'il manque vraiment, ce poste il est vacant. Est-ce que ça m'intéresserait vraiment de pouvoir rejoindre l'équipe pour pouvoir travailler et apporter un peu mes connaissances comme je connaissais déjà, disons, le milieu culturel et artistique allemand et je parlais la langue et je connaissais, et j'avais ma compagne aussi qui était journaliste aussi, donc j'avais vraiment ce rapport avec les journalistes, artistes, donc ça m'a facilité pour pouvoir rentrer à l'ambassade et puis comme ça je donnais un coup de main aussi à notre ambassade en Allemagne. 2007, directeur artistique au Festival des films africains de Berlin, Africaméra, dont vous êtes l'initiateur. Pour quels objectifs? D'où vient déjà cette idée-là? Oui, mais je repars encore, c'est comme le Burkina, pays du cinéma, voilà, du plus grand festival de cinéma africain dans le monde. Et j'arrive en Allemagne d'abord pour avoir disons, pour avoir ma place à l'université dont vous avez parlé tout à l'heure, il fallait déposer un projet qui est réaliste et qui soit réaliste au niveau de l'Allemagne. C'est comme ça fonctionnent les Allemands. Et j'ai proposé un projet de faire un FESPACO à Berlin. À l'époque, c'était le nom. J'ai proposé le mot FESPACO à Berlin parce que je me suis rendu compte qu'en Allemagne, à Berlin surtout, contrairement aux autres grandes capitales, il n'y avait pas un événement fédérateur des Africains, de la diaspora africaine. Il n'y avait pas surtout aussi le brassage entre Africains et Allemands, il n'existait pas. Et les films africains qui arrivaient, c'était soit à la Berlinale, donc les salles étaient totalement pleines, et le public berlinois n'avait pas de possibilité de voir des films récents. Et c'est comme ça que j'ai proposé le projet Africaméra à mon université, c'est comme ça que j'ai eu la place. Et du coup, j'ai approché des copains, des collègues de cette université-là et on a monté le festival Africaméra. Et est-ce que c'était une réussite? C'est une réussite parce que jusqu'à présent, ça reste le seul festival de cette envergure à Berlin qui a 12 ans, 13 ans maintenant, je crois. Et je suis toujours je viens de léguer la direction artistique à un copain. Mais oui, ça existe. Aujourd'hui, c'est le seul, en fait, événement autour du cinéma africain d'une manière permanente à Berlin. Et comment vous avez réussi ça? Parce que vous étiez un jeune étudiant, vous arrivez à l'université, bon, vous dites bien c'était un projet. Bien sûr, pour pouvoir intégrer l'université, mais entre le projet et la mise en œuvre, il y a quand même un fossé parce que le projet est africain. Ce n'est pas juste un projet burkinabé. Comment convaincre, comment mobiliser des réalisateurs, des films et tout ça pour faire vivre ce festival? Très belle question. Mais quand j'ai mis le projet à l'université dans notre formation, il arrivait des moments où tout étudiant
devrait présenter son projet au public. C'est-à-dire d'abord aux étudiants de votre classe et à tous les, les responsables de fonds, à tous ceux qui étaient capables, censés un peu à votre projet. C'est comme ça, c'était à mon tour, j'ai présenté le projet et des collègues m'ont approché, m'ont dit qu'il va falloir qu'on mette ce projet absolument en place. Et moi, le petit Burkinabé à l'époque, je me suis dit comment arriver. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'avais une université qui partait de la théorie à la pratique. Tout ce qui est théorie devait être mis en pratique. Donc j'ai regardé dans nous étions 25, alors que c'était très difficile de rentrer dans cette université-là. J'ai regardé parmi les 24 autres étudiants, quelles sont les personnes qui sont capables de m'accompagner. Mais du coup, j'ai refusé en fait que ça soit un événement qui est juste géré par des Africains. Je me retrouve dans un pays où la majorité, ce sont des Allemands. J'avais besoin de cette fédération entre la jeunesse allemande et la jeunesse, disons, africaine dans ce pays-là. C'est comme ça que j'ai réuni en fait les Allemands et des Africains et nous avons mis en place. J'ai pris le meilleur étudiant en communication, marketing de l'université à l'époque. J'ai pris la meilleure, c'est une dame en management des projets dans la classe, je l'ai mis dans l'équipe et j'ai pris le meilleur, disons, en économie, en gestion administrative et financière de la classe que j'ai mis. Et moi, j'ai pris la position de directeur artistique parce que je savais que je maîtrisais mieux le cinéma africain que eux. Mais il fallait convaincre aussi les cinéastes africains. Les cinéastes, les producteurs africains, et voilà, pour qu'ils puissent véritablement mettre ce festival dans leur agenda et vouloir venir aussi. Absolument. Pour faire vivre le festival. Ben c'est ça la force aussi et la vision aussi que lorsqu'on est directeur artistique ou le directeur d'un événement, à partir du moment que le festival il est inconnu, le festival il n'a pas de moyens à l'époque, on le criait aussi, j'ai pris juste mon bâton de pèlerin. Et souvent la chance de vivre en Europe aussi, c'est ça, c'est que quand on aberre, on a l'impression d'être au centre en fait du monde. Je ne suis pas très loin de Paris, je ne suis pas très loin de Londres, je ne suis même pas très loin de la Belgique et autres en fait. Je suis allé là. Et puis les voyages entre pays en Europe est très facile. Pour 50 €, vous pouvez faire Paris-Berlin. C'est comme ça que je suis allé à Paris. Vous savez que Paris, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nombreux sont les réalisateurs africains qui y sont. Quand on va à Londres aussi, les anglophones y sont. Donc j'ai passé des journées, des semaines comme ça, les rencontrer individuellement. Et c'est comme ça que je les ai amenés à arriver à Africaméra à l'époque. Ok, 2010, consultant au programme pour l'Afrique au Festival de films de Hambourg. 2011-2015, consultant au programme Open Doors pour l'Afrique en Suisse. Quel était votre rôle? On peut citer, la liste est longue, où vous étiez consultant dans tellement de festivals. Quel était votre rôle en tant que consultant pour tous ces festivals-là? Oui, vous savez, lorsqu'on arrive quand même, tant bien que mal, à mettre en place un événement comme Africaméra dans cette métropole de Berlin en Allemagne, et tous les projecteurs allemands, parce que pour eux c'est quand même un peu, disons, à l'époque, mais moi je ne crois pas que c'est tout un événement de voir un Africain qui vient de nulle part, en fait, qui arrive à mettre en place un événement comme Africaméra, qui arrive à fédérer les réalisateurs africains ou européens, qui arrive à faire venir des producteurs européens ou africains à un événement comme ça. Il est évident que tout le monde cherche à savoir qui est cette personne-là. Et avec la force de l'Internet aussi, ils m'ont contacté. Et c'est comme ça le festival de Locarno Open Doors dont vous parlez tout à l'heure. Et je l'ai même rencontré au FESPACO, le directeur artistique ici. Je préfère vous raconter la petite anecdote. Quand je suis arrivé au FESPACO, je ne sais pas bien quelle année, quelqu'un lui a dit, contactez ce monsieur, je ne le connais pas. Ben, j'ai vu son site internet, il dirige un festival de films africains en Allemagne. Je sais qu'il est au FESPACO, c'est un Burkinabé. Et le monsieur, quand il est arrivé au FESPACO, il m'a vu, c'était à l'hôtel Indépendance à l'époque. Quand il m'a vu, il m'a dit, vous êtes monsieur Sawadogo? J'ai dit oui. Il était déboussolé. Et j'étais avec des copains dans la voiture, on devrait aller voir des films. J'ai fait descendre un copain que j'ai remis prendre le taxi. J'ai embarqué, c'était un Français d'ailleurs, je l'ai embarqué dans ce taxi. Je l'ai guidé pendant toute la semaine à faire des contacts pendant le FESPACO, à voir des films, de faciliter, disons, sa circulation à Ouagadougou. Et c'est juste après qu'il m'a demandé, j'étais venu en réalité à Ouaga, au FESPACO, pour chercher une personne comme vous. C'est-à-dire qui connaît l'Europe, qui connaît le cinéma africain et qui vit entre les deux continents. Donc vous vous retrouvez consultant là-bas. Et quel était votre rôle? Oui, mon rôle il était de pouvoir choisir des films, voilà, comme programmateur aussi, comme de pouvoir choisir des films africains et de pouvoir, disons, donner des conseils aux directeurs artistiques lorsqu'ils cherchent des invités, parce que c'est ça aussi. Parce que vous savez que la composition des invités pour un jury, la composition souvent des invités aussi, c'est très important pour savoir quelles sont les personnes qui y passent. Ils ne connaissaient pas le cinéma africain, souvent c'est ça l'honnêteté aussi des directeurs artistiques en Europe. Il avait besoin de quelqu'un comme moi qui connaît ce monde-là pour savoir comment
comment, si c'est possible, de mettre A ou B ou C personnes ensemble. Donc c'était ça mon travail. Et c'est surtout aussi pendant le festival aussi de l'animer. Il faut connaître le cinéma pour l'animer. C'est pas juste être journaliste, mais il faut quelqu'un qui connaît le cinéma, qui peut discuter avec le réalisateur, qui connaît, disons, l'origine de ce film-là et pouvoir savoir l'impact de ce film aussi bien sur le continent africain comme en Europe. Est-ce que vous vous considériez pendant toute cette période-là comme un ambassadeur du cinéma burkinabé? Non, jamais. Jamais, parce que je me disais tout simplement que je faisais un travail qui me plaisait. J'adore le cinéma. Je regarde quasi, disons, 8 à 10 000 films par an. Le fait de les parler aussi, pour moi, c'était l'occasion de parler de ce que je regarde. Vous savez, lorsqu'on rentre chez soi à la maison, et on se retrouve devant face à un écran, et on passe à regarder 5 à 6 films, on fait des nuits blanches, et on le garde tout seul. Le seul moment où on tire le plaisir, c'est lorsqu'on parle de ces films-là. Donc c'est lorsqu'on est sur scène. On parlait des films, de faire des propositions à des directeurs artistiques. Et je me sentais comme... disons tout simplement un Burkinabé en fait, qui prolonge le travail en fait de ce que le FESPACO est en train de faire sur le continent. C'est comme ça que je me suis vu. Est-ce qu'il y a des cinéastes burkinabés peut-être à l'époque qui voyaient en vous peut-être l'espoir de pouvoir percer voilà ce monde, aller en Europe, aller être exposé, être vu? Je n'en sais pas, peut-être qu'il y en avait d'autres qui n'ont pas eu le courage de me le dire. Parce que moi, quand je suis dans ma fonction, en fait, la seule, disons, chose qui me guide, en fait, c'est de bien faire cette chose-là. De faire de telle sorte que cette chose me plaise d'abord à moi et de pouvoir plaire aux autres. Et si à partir du moment d'autres personnes puissent en gagner aussi, je me plairai aussi. Je sais qu'avec mon festival à Berlin, j'ai facilité l'arrivée de beaucoup de Burkinabés, même les 2 derniers directeurs du FESPACO, Michel Ouedraogo, Soma Djouma, il fait venir à Ouaga. Je pense aussi à Michel Zongo comme réalisateur. Je pense à plein d'autres, à des acteurs, des actrices que j'ai réussi à faire venir à Berlin. Pour moi, c'était juste la continuité du travail qui était déjà établi au Burkina. Quelle est l'image du film africain en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un choc de culture? Non, je disais tout simplement, le problème du cinéma africain en Europe, c'est pas si c'est un problème, c'est tout simplement sa visibilité. Mais lorsque j'ai créé Africaméra il y a 13 ans, bientôt 14 ans, je me suis dit, le jour que je vais me promener dans les rues de Berlin avec ma fille ou avec un ami, et je verrai des affiches de cinéma africain dans les rues, comme les films de Eastwood ou de je ne sais pas qui, de Spike Lee dans les rues, comme les autres films, en fait, j'ai arrêté ce festival-là. J'aurais dû atteindre mon but. Ce qui revient à dire, en fait, que le manque de visibilité du cinéma africain au niveau de l'Occident, en fait, m'a poussé à se créer ce festival-là. Et c'est ce qui fait que des personnes, ceux qui créent tous les festivals en Europe aussi, je pense que c'est ça la première mission. Est-ce que vous pensez que le cinéma, est-ce que c'est possible? Parce que le cinéma africain, conçu, tourné par des Africains, voilà, avec des trames qui s'inspirent de l'Afrique, est-ce que ce cinéma-là peut faire recette en Europe? Absolument, nous avons vu des films africains qui ont fait de grandes recettes. Je prends tout simplement l'idée qui vient en tête de Timbuktu à l'époque, qui a fait de grandes recettes. J'ai fait la première allemande à mon festival à Berlin. À partir de là, le film était dans toutes les salles. Je ne connais pas le nombre d'entrées exactement, mais c'est possible. Il y a aussi des films que je ne sais pas, bon, j'ai cité Abderrahmane Sissako de Timbuktu. Il y a le film de Haroun aussi, Un homme qui crie aussi. Je pense aussi d'Un homme qui crie aussi. Il y en a plusieurs films. Et lorsqu'on regarde dans des salles de cinéma, aussi le fait d'Alain Gomis aussi de Tei aussi qui a fait de nombreuses entrées en Europe. Je pense que c'est exactement. Je pense que c'est possible en fait. Il va falloir qu'à un certain moment on puisse en fait donner plus de moyens parce que le cinéma, quoi qu'il en soit, c'est une question de moyens. 2015, directeur général associé du collectif Génération Film au Burkina Faso ici. De quoi s'agit-il? Oui, vous savez, lorsqu'on a eu cette chance de partir, on a eu cette chance de pouvoir découvrir notre monde, on a eu cette chance d'avoir de l'expérience, on a toujours envie de ramener quelque chose dans son pays d'origine. Et à tout ce parcours dont vous avez cité tout à l'heure, en fait, je me sentais en fait... Je me suis rendu compte de quelque chose qui manque. Avec toutes ces expériences au réseau, que j'ai en fait la capacité, la qualité de faire en fait, comment je peux aussi proposer aussi mes connaissances, mon expérience aussi à mes jeunes frères qui sont restés sur le continent. Vous avez parlé tout à l'heure de Open Doors. C'est là que c'est en Suisse, à Locarno, un des plus grands festivals au monde. C'est lorsque j'ai arrêté mon contrat en Suisse, pour le laboratoire, en fait, ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour mon pays? Bien vrai que les propriétaires de ce festival-là voulaient me proposer de prolonger mon contrat. Je me suis dit, non, je retourne en Afrique. Retourner en Afrique, c'est pas physiquement, mais c'est apporter un projet. Et c'est là, justement, avec les collaborateurs Ousmane Boundaoune, Salam Zampalegré, Martina Malakrida, je crée ce collectif-là pour pouvoir créer le Ouaga Film Lab au niveau du Burkina Faso. Et avec quel objectif? L'objectif, tout simplement, de donner la possibilité à ces jeunes réalisateurs et producteurs, là, justement,
de pouvoir avoir des projets compétitifs, d'avoir des producteurs qui sont capables, qui ont une vision pour leur permettre de financer les films, aussi bien au niveau du continent africain qu'à partir du monde. C'est une sorte d'incubateur. Un incubateur totalement, c'est ça le grand mot, le vrai mot, c'est un incubateur en fait. Pouvoir mettre ensemble des producteurs, des réalisateurs ensemble et avec des mentors, des personnes qui ont la chance en fait, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent l'écriture du cinéma, qui connaissent l'industrie du cinéma, qui connaissent le réseau de distribution du cinéma, de se retrouver tous ensemble en une semaine dans un espace clos, et c'est vraiment clos lorsqu'on le fait, que ce soit organisateur comme participant, se retrouvent tous dans un hôtel et pendant une semaine en fait, on travaille individuellement sur les projets et à partir de ça, lorsque le projet sort, il est compétitif sur le marché pour avoir des financements. Monsieur Sawadgo, consultant aux Pays-Bas, Corée du Sud, en France, toujours pour des festivals, on pourrait passer toute l'émission à parcourir voilà, votre CV en tant que directeur artistique de tellement de festivals, membre de plusieurs jurys également de festivals. Mais j'aimerais quand même qu'on évoque aujourd'hui une question cruciale, la problématique du financement du film. Aujourd'hui, particulièrement au Burkina Faso, comment vous voyez cette problématique-là? Parce que le film, bien sûr, c'est de l'argent également. Et de l'argent, il y en a de moins en moins. Très belle question. Moi, je pense que c'est vrai, il est temps de pouvoir réfléchir. Je ne suis pas le premier à qui on a posé cette question. Et je pense que aussi, je pense qu'avec le nouveau cinquantenaire que nous menons avec le FESPACO, on va déclencher à un certain moment, on va mener nos responsables à prendre cette décision. Et je crois fort bien, j'ai bon espoir. Il est vrai, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas, l'industrie du cinéma ne peut pas vraiment se développer sans un véritable fonds. Et nous avons vu l'exemple tout à l'heure, juste à côté de nous avec le Sénégal. Le Sénégal, à un certain moment, qui s'inspirait, bien vrai qu'ils avaient des grands réalisateurs, je cite Sambel Ousmane, Mameti Diop, Moussa Senapsa, se sont beaucoup inspirés du Burkina Faso, que ce soit dans dans la conception artistique cinématographique, qui était tout le temps au FESPACO ici, se sont inspirés de la politique du cinéma du Burkina. Ils ont remis en fait à neuf, je dis ça entre griffes, à neuf en fait, leur industrie cinématographique à travers la création du fonds FOPICA, et on a vu les résultats immédiatement. On a vu que nombreux sont les films sénégalais qui sont arrivés au FESPACO, qui ont eu presque... Vous parlé d'Alain Gomis. Alain Gomis, je parle aussi de Angèle Diaban en matière de court-métrage, qui ont eu pas mal de prix et qui sont repartis. Et aujourd'hui, au-delà même du FESPACO, ces films-là, qui ont quasi le dernier film de Alain Gomis, il a été quasi financé presque 100% par le Sénégal, qui a eu un grand prix à Berlin, qui a fait le tour du monde, qui a rempli des salles en fait. Donc c'est pour montrer que pour pouvoir avoir une industrie cinématographique forte, il faut avoir un fonds pour l'accompagner. Et je crois que... Un fonds public, vous voulez dire? Un fonds public, en fait, bien encadré et bien géré par des personnes qui sont visionnaires, qui comprennent vraiment le fonctionnement d'un fonds de cinéma. Voilà. C'est tout simplement pour dire qu'à partir du moment que cela arrive, aujourd'hui le cas du FOPICA, il est concret. À partir du moment qu'on arriverait à ça, ça va permettre aussi aux projets africains, le projet burkinabé, d'avoir des coproductions. Le Sénégal, c'est ce qu'ils font. À partir du moment que vous avez un budget, je donne un exemple de 500 millions pour le financement de votre film, si ton État, ton pays te donne, même si c'est 100 à 250 millions, ça te permet d'avoir rapidement le complément de l'autre côté. Je prends un cas très simple, si on veut essayer de le mettre en mesure avec un fonds, je prends le cas de Michel Zongo ou même de Apolline Traoré avec le milliard... le milliard du président Kaboré. Le milliard qui nous a sauvés au FESPACO il y a 2 ans de cela. Michel Zongo, par exemple, avec son film, son dernier long métrage, en fait, qui est quasi rare, en fait, a été quasi financé, en fait, par l'État burkinabé, si on tient compte de ce fonds-là. Donc le producteur, il est local, il est national. Donc le coproducteur qui était européen, qui était un Allemand, en fait, il était venu comme coproducteur avec minorité. Ça montre que ce qui était le contraire, généralement. Généralement, c'est l'Européen qui a plus de majorité qui est dans le fond. Et Michel Zongo, excusez-moi, avait plus de possibilités dans la gestion et dans la fabrication de son film. Je pense que c'est le cas aussi avec Apolline Traoré. Pour les citoyens lambda, quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'État burkinabé, par exemple, de mettre des milliards pour financer du cinéma? Le retour sur investissement n'est pas... Il est là justement. C'est ce qu'on ne voit pas d'une manière, disons, visible et directement. Lorsqu'on met 500 millions dans un film, et à partir du moment que le producteur local, national, pour ne pas dire burkinabé, a la majorité aussi, ça veut dire, celui qui revient a dit que la majorité des techniciens,
la majorité des techniciens, la majorité de ceux qui travailleront sur ce film, elles sont d'origine burkinabé du continent. Donc l'argent reste dans ce pays-là. Et l'impact de ce film-là maintenant, à l'extérieur, maintenant, qui va faire venir d'autres fonds pour travailler sur le film aussi, bien sûr, resteront celui-là, parce que lui, il est majoritaire. Ça, c'est un. Et de deux aussi, la sortie de ce film aussi. Lorsqu'on a des salles, disons, des salles qui sont appropriées à pouvoir présenter ces films-là aussi, il y a des choses. Vous savez, pour faire un film, au minimum, on a 20 métiers en fait. Voilà, donc du coup, c'est 20 personnes plus ou moins qui travaillent sur ce film-là, et ces 20 personnes travailleront, ils gagneront de l'argent, ils investiront, et on... Est-ce qu'on peut considérer le cinéma aussi comme un véhicule de la culture? On a vu, à une certaine époque, les États-Unis, par exemple, ont diffusé leur culture, l'American Way of Life, à travers aussi le cinéma. Est-ce que c'est ça aussi le défi? Absolument, c'est ça la force, surtout de la force du cinéma burkinabé. Aujourd'hui, quand je prends, je cite encore Michel Zonko, Apolline Traoré, même la génération d'avant, Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo et autres. En fait, quand on disait qu'il y avait un film burkinabé à un festival, le directeur du festival n'avait pas besoin de faire de promotion. Le nom Burkina Cinéma, ça suffit pour remplir les salles. Voici déjà. C'est un moment qu'on arrive dans un pays, moi je me souviens très bien pour cette petite anecdote, j'étais une fois à un festival en Corée du Sud, et quand on m'a dit, vous venez de quel pays? Je dis que je suis burkinabé, on a dit cinéma. Bon, imaginez, en Corée du Sud, on identifie le Burkina Faso par rapport au cinéma. Donc ça montre déjà comme c'est un ambassadeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure en fait, pour notre image, pour notre identité à l'extérieur. Monsieur Sawadgo, 2020, octobre, vous êtes nommé délégué général du FESPACO. Vous qui avez fait en tout cas l'essentiel de votre carrière, le plus clair du temps donc à l'extérieur, en Allemagne et dans d'autres festivals, un pied en Allemagne, un pied au Burkina, est-ce que vous avez été surpris? Pour être honnête, oui. J'étais surpris. Vous savez, lorsqu'on est dans cette dynamique, comme je viens de dire tout à l'heure, on est dans un pays comme l'Allemagne, en même temps au Burkina, dans nos activités associatives ou de bénévolat. Et lorsqu'on a mené pour un consulting en Corée du Sud, en France, ou je ne sais pas dans quel pays, et un bon matin, on vous appelle, on dit on a besoin de vous au pays pour assumer une telle responsabilité. Ça mène à réfléchir. Et dans toutes les actions que je menais, j'avais toujours rêvé, je crois, et j'ai même déjà eu des propositions, que ce soit en Afrique du Sud ou en Europe, pour pouvoir occuper des postes de responsable, de grand responsable de festival que j'ai refusé. Mais je n'ai jamais pensé à mon pays, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Tout simplement parce que je me suis dit qu'il y avait des personnes capables, mieux outillées à toute cette, disons, cette machine pour pouvoir la diriger. Et je n'ai jamais pensé à ma modeste personne. Et j'étais surpris. Et quelle touche tout de suite vous avez voulu apporter, en tout cas en termes d'idées? Parce que je suppose qu'au moment où vous acceptez cette responsabilité, vous aviez déjà une idée de l'orientation un peu que vous souhaitiez donner donc à ce festival vieux d'un demi-siècle. Oui, exactement. Vous savez que le festival est plus âgé que moi d'ailleurs. Et lorsqu'on vous appelle justement à prendre disons, la responsabilité de ce festival-là, à partir du moment aussi qu'on est acteur de la scène, c'est-à-dire on a beaucoup visité les festivals, nous sommes tous des fils ou des petits frères du FESPACO, on sait déjà plus ou moins qu'est-ce qu'il faut aller. Et aussi en venant aussi, en acceptant aussi de prendre la direction, aussi, je sais qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le FESPACO, plusieurs recommandations, et je me suis dit avec le nouveau cinquantenaire, c'était l'occasion pour moi de me replonger dans toutes ces critiques-là et de pouvoir offrir disons, un autre visage en fait à ce festival-là, bien sûr en gardant ses valeurs. Dans une interview, vous dites que le FESPACO de 1969 ne peut pas être celui de 2021. Il doit être un festival de son temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, un festival de son temps, c'est tout simplement, c'est de penser à cette... comment je peux appeler ça, à ce tremplin aussi de formation aussi et d'identité forte que j'appelle un festival de son temps. Un festival de son temps, c'est juste un festival qui ne pose pas juste en fait, disons la mission de juste montrer des films. C'est un festival qui doit être un tremplin de formation, un tremplin aussi de découverte aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, quasi dans tous les festivals au monde, en fait, lorsque nous arrivons, nous avons des ateliers, c'est-à-dire des espaces en fait qu'on offre à ces jeunes réalisateurs, à ces aspirants du cinéma, à tous ceux qui aspirent un jour faire comme ceux qui sont déjà présents, de pouvoir continuer à faire leur travail. Et aussi un festival de son temps, aussi c'est un festival aussi qui met l'accent sur l'économie du cinéma. Donc du coup, il était important quand même de pouvoir ramener un peu notre FESPACO à ce niveau. Parce qu'à un certain moment, certains ont estimé que le FESPACO a quelque peu dormi sur ses lauriers, à tel enseigne qu'on a des festivals beaucoup plus jeunes sur le continent qui avait tendance un peu à déborder le festival
mère ou père, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça aussi l'analyse que vous avez eue? Non, moi je pense que dans toute évolution disons, de l'invention humaine, il arrive à un certain moment que nous avons la courbe, voilà, elle descend, elle remonte, et aussi à un certain moment aussi, nous étions aussi, disons, repartis aussi sur un certain acquis aussi, sur lequel aussi il fallait pas dormir aussi. Donc et rapidement aussi, nous sommes dans un monde aussi où nombreux sont ces personnes-là aussi qui sont dans la rapidité de la création, et sans oublier aussi la conception de la chose. Et là, la force du FESPACO, c'est qu'il y a un concept, il y a un projet qui est là. Nombreux sont les festivals qui sont nés après le FESPACO, ils n'existent plus d'ailleurs. Et voilà. Je pense que le problème, c'est pas de créer, le problème, c'est de pouvoir faire exister dans le temps. Avec pour ambition, vous l'avez aussi dit, de ramener les professionnels au cœur du festival. Oui, cela fait partie des nombreuses recommandations qui ont été données par les différents, disons, que ce soit l'Union européenne, même le ministère de la Culture du Burkina, les professionnels d'ailleurs aussi. Il était important quand même que les professionnels sur lesquels on se sont basés, on s'est basé pour créer ce festival-là aussi, est vraiment l'espace d'échange, de communication, et comme je disais, c'est des tremplins aussi. Donc voilà, il était important de penser à eux. La 27e édition du festival est en ligne de mire. 16-23 octobre 2021, dans moins de 4 mois donc, après un report pour cause de Covid, sinon c'était en février-mars passé. Un FESPACO dans un contexte de Covid, mais aussi d'insécurité. On peut dire que c'est quand même un défi énorme cette année. Absolument, c'est un défi énorme et je pense que c'est le gros cadeau que les autorités m'ont donné à me nommer à la tête de cette direction. Et je crois que aussi c'est le moment aussi justement aussi de réfléchir sur pas mal de choses aussi sur notre beau festival. Donc ce qui fait que nous préparons sereinement le festival, nous nous donnons les moyens de pouvoir y arriver tout en sachant que ça n'est pas aisé. Et s'il fallait retenir quelques innovations pour cette édition? Je dirais tout simplement beaucoup plus de réorganisation. Je préfère ce mot réorganisation parce que dans le FESPACO, il existait presque tout. Il fallait juste réorganiser, juste pouvoir donner la visibilité à ces activités qui existaient aussi, afin que le public ou le professionnel qui arrive au FESPACO sait immédiatement de là où il va et qu'est-ce qu'il veut en tirer. On a parlé tout à l'heure de sécurité. On n'aura plus peut-être cette chance encore de se déambuler dans tout Ouagadougou. On n'aura plus cette chance en fait de pouvoir se revoir aussi au même lieu, au même moment aussi, parce que le FESPACO, quoi qu'il en soit aussi, elle est devenue, nombreux sont les invités qui viennent. Donc il fallait créer, réorganiser à l'intérieur, et c'est ce que nous avons fait au niveau de la délégation. Il y a une section réservée au Burkinabé, une section réservée aux écoles. Tout cela, est-ce que vous pouvez nous en donner plus d'explications sur ces innovations? Oui, tout simplement, nous avons créé la section Burkina qui sera dotée par un prix du président du Faso, tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que, quoi qu'il en soit, malgré les difficultés financières ou de notre cinéma au Burkina, la production est liée. Donc il était important quand même qu'on donne la possibilité au cinéma burkinabé d'exister, mais ce qui revient à dire en fait d'être vu au FESPACO, que ce soit dans les compétitions, dans les panoramas et autres, mais en même temps aussi cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans les sections compétitives en fait. Ça donne beaucoup plus de place au cinéma burkinabé. Autre forme de réorganisation aussi, c'est le côté professionnel que nous avons baptisé, que nous appelons le FESPACO Pro. Tout simplement, dans le FESPACO Pro, nous avons le MICA, qui est notre marché, qui va se retrouver au niveau du siège du FESPACO, afin que l'administration et la gestion du FESPACO et le marché soient vraiment en collaboration directe. Et aussi, vous savez que dans les marchés maintenant, avec les nouvelles formes de cinéma, nous avons vu les nouvelles plateformes, les plateformes de diffusion des films qui sont là. Il faut que ceux qui viendront pour démontrer les plateformes, ceux qui viendront à visionner les films, aient vraiment une très bonne connexion au niveau du FESPACO. Donc, il fallait redéménager dans un espace réservé aux professionnels du cinéma. Vous n'avez pas peur des génies? Nous sommes des combattants, comme vous l'avez remarqué durant tout le temps que nous discutons. Et nous sommes conscients que nous allons collaborer avec les génies. Voilà. Monsieur Sawadgo, 1132 films reçus par le Comité international de sélection. Vous l'avez également annoncé lors de la conférence de presse. Finalement, la moisson n'est pas si mauvaise vu le contexte. Parce qu'on redoutait peut-être que le contexte de Covid ait un peu freiné les productions. Mais on se retrouve avec 1132 films déjà. Oui, très belle question. Le report du FESPACO a permis en fait à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de finir les films, de les finir et de venir être à temps pour soumissionner au FESPACO.
niveau. Donc je pense que c'est l'une des décisions aussi vraiment qu'il faut saluer de nos autorités, d'avoir le courage de repousser cet événement-là. Donc ça, justement, il y a eu un clin d'œil qui a été fait à ces professionnels-là. Et aussi, à l'extérieur, au-delà de ça aussi, ce sont nous, des activités extra. Je pense aux hôtels, je pense aussi aux marchands, aux bronziers, aux artistes, en fait, qui profitent de l'événement. Parce que, bon, on commence à savoir que les frontières sont en train de s'ouvrir, la crise sanitaire est en train de s'amenuiser. Donc, du coup, à un certain moment, la vie normale, disons, entre griffes, est en train de reprendre. Et je pense que le report aussi a permis, va permettre de telle sorte qu'on puisse vivre une belle fête. Depuis Boudiam, 97, avec le doyen Gaston Kaboré, les Burkinabés attendent leur étalon d'or. Est-ce que 2021 sera la bonne année? Est-ce que 2021 sera la bonne année? Nous avons reçu 1132 films. Nous avons 8 membres du comité de sélection panafricain qui est en train de travailler d'arrache-pied nuit et jour pour pouvoir nous offrir une belle sélection. Nous avons reçu une bonne quantité de films burkinabés qui sont présents, disons, dans ces 1132 films. Et nous espérons au soir de la proclamation, ou au jour de la proclamation de la sélection officielle, nous aurons d'abord des films en compétition et là, dans les autres sections. Et au soir du 26 octobre aussi, lorsque le président de la République va remettre le trophée, je souhaite bien que ce soit un Burkinabé, tout en sachant que nombreux sont les pays africains aussi qui ont soumis et qui rêvent aussi de l'étalon du Nyenenga. Mais monsieur Saoudou, vous êtes un spécialiste du cinéma, des festivals. Qu'est-ce qui fait que les réalisateurs burkinabés ne gagnent pas? Est-ce à dire qu'après la génération dorée des Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, des Gaston, des Saint-Pierre, est-ce à dire que la relève n'est pas à la hauteur? Non, mais moi je pense que la relève est à la hauteur, c'est juste la concurrence qui est devenue très rude. Bon, vous voyez un peu aujourd'hui, nombreux sont les réalisateurs qui sont sur le continent. Il y en a ceux qui redoublent d'efforts. Il y en a ceux aussi des pays aussi qui mettent beaucoup d'argent aussi dans ces films-là, qui pourraient savoir que Joël Karekezi du Rwanda remporterait le dernier étalon du Nyenenga, qui vient d'un pays où l'industrie cinématographique n'est pas aussi forte. Mais c'est une personne qui a mis presque 7-8 ans pour faire son film, pourrait remporter l'étalon du Nyenenga face à Pauline Traoré ou face à d'autres réalisateurs, je ne connais pas le nom. Je ne me souviens pas des noms qui étaient concurrents aussi à ce festival-là, qui avaient des films à ce festival-là. Je pense tout simplement que la concurrence elle est devenue rude en fait. Il va falloir juste qu'on redouble d'efforts, de ne pas lâcher, et aussi qu'on regarde, moi, au-delà de ce qu'on voit comme film, moi j'ai cette chance-là aussi de voir aussi ce qui se trame en bas aussi. C'est-à-dire les projets qui sont en écriture. Les projets qui sont en écriture, les jeunes qui sortent de ISIS ou qui se sont formés dans le cinéma, comme on dit, dans le tas, on a de très beaux projets et je crois fort bien en fait qu'il faut continuer à redoubler d'efforts et moi je suis vraiment optimiste que l'étalon du Nyenenga il viendra. Est-ce que le problème c'est pas ça justement, le travail? Parce que certains estiment que certains jeunes réalisateurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent c'est avoir des films rapidement tournés, rapidement exploités au ciné burkina, au ciné Neroya, et puis rapidement qui rapportent quelque chose, plutôt que de se plonger à fond sur quelque chose. Vous avez dit 8 ans pour Karekezi. Est-ce que ce n'est pas là également? Très belle question. Moi, je dirais tout simplement c'est l'objectif qu'on veut donner en fait à son projet artistique. À partir du moment qu'on fait un film, on veut rapidement le voir à 1 mois, à 2 mois, comme vous l'avez cité tout à l'heure dans ces salles-là, ou si tout simplement je vais avoir un film qui est performant et compétitif sur les scènes internationales. Le cas de Joël Karekezi, le cas de Mati Diop par exemple, la Sénégalaise qui était au Festival de Cannes il y a 2 ans, qui a remporté le prix du jury, je crois, de Karekezi. Voici des projets par exemple qui ont passé dans le laboratoire dont on parlait tout à l'heure de Open Doors à Locarno. Ils ont pris les deux presque 7 ans pour pouvoir finir les films en fait et de remporter ces prix. Mais à partir de ce qui revient à dire que dans le développement, c'est-à-dire à l'écriture de ce projet-là, de se donner du temps. D'avoir le courage de pouvoir donner la possibilité aux doyens, aux grands frères, à ceux qui connaissent vraiment, de les soutenir dans l'écriture et aussi aller dans la production, de travailler de telle sorte à avoir des moyens conséquents pour pouvoir financer ce projet-là, avoir des techniciens professionnels pour faire ce film-là aussi et avoir un producteur qui est visionnaire. Voilà, souvent c'est ça le problème, d'avoir un producteur qui est visionnaire aussi, qui comprend bien la chose aussi, pour ne pas dire qu'il faut juste faire le film pour prendre l'argent rapidement, mais il faut vraiment avoir un film qui peut espérer être dans des grands festivals. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'organisation
de cette 27e édition du festival? Et nous sommes, disons, dans le starting block, tout simplement. Vous avez vu, cette semaine, nous avons fait le dévoilement de notre affiche, le développement veut dire tout simplement que la campagne, disons, de communication du festival a commencé, mais qu'à l'intérieur de la maison aussi, ça continue à bouillir aussi, pas mal de choses aussi à gérer. Nous venons de finir de dévoiler. Et cette semaine, mon ministre de tutelle, nous serons à Dakar pour la conférence de presse avec le pays invité d'honneur, le Sénégal. Et aussi, notre ministre aussi a invité officiellement au festival de Cannes en France. On y sera, on présentera, on fera aussi, on va rencontrer nos partenaires techniques et financiers à ce festival-là. C'est ce qui fait que, une fois de plus, je remercie Madame la ministre vraiment de pouvoir libérer son temps pour y être aussi, parce que c'est le moment aussi à ce festival-là où nombreux sont les partenaires techniques et financiers qui y sont, et aussi de pouvoir aussi, disons, les encourager aussi à continuer leur soutien au FESPACO aussi, et de pouvoir aussi leur dire aussi que le FESPACO aussi se passerait malgré la situation de sécurité que nous vivons aussi dans de très bonnes conditions. Et de là aussi, c'est l'occasion aussi pour nous aussi de montrer que le festival aussi, le FESPACO, n'est pas un festival isolé. C'est un festival aussi de son temps. Donc c'est-à-dire un festival qui se retrouve dans des événements comme Cannes. 1,3 milliard de francs CFA, c'est le budget. Et vous l'avez annoncé aussi, ce budget n'est pas encore bouclé. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous? Aucun festival ne boucle son budget à 3 mois ou à 4 mois de l'édition. Ce sont des perpétuelles, disons, recommandations, de discussions, de négociations jusqu'au jour J. Et nous sommes optimistes, comme les années précédentes aussi. Le cas s'est présenté aussi. Nous continuons à négocier, nous continuons à travailler dur, nous continuons à appeler aussi nos partenaires techniques et financiers aussi de croire en nous, de croire aussi à la délégation générale du FESPACO, de croire à cet événement-là. Parce qu'au-delà de ce caractère un peu, disons, festif qui est là aussi, c'est toute une économie aussi qui se génère aussi autour du FESPACO. Et je pense que c'est le moment aussi, à travers le FESPACO aussi, de relancer aussi cette activité touristique qui est au Burkina Faso aussi, de relancer aussi ces activités hôtelières aussi, ces différents marchands, et même les chauffeurs de taxi aussi, et toute autre activité aussi qui s'active pendant le FESPACO. Et je pense que dans cette difficulté-là aussi de venir au FESPACO aussi, c'est à ce moment aussi qu'on sent qu'on investit aussi, disons, on investit bien, tout simplement. Mais vous avez cité l'insécurité, Covid. Est-ce que la 27e édition va garder ce caractère populaire du FESPACO qu'on connaît? En aucun cas, nous, on ne peut enlever le caractère populaire du FESPACO, parce que c'est ça aussi qui fait l'âme de ce festival-là. La force de pouvoir ou l'ingéniosité de pouvoir réunir, disons tout simplement, le côté artistique et le côté populaire, en fait, fait la beauté de ce festival-là. Donc pour nous aussi, justement, c'est ce qui a fait que nous avons repoussé le festival au mois d'octobre, au lieu de faire au mois de février dans un espace clos, en ligne, comme proposaient plusieurs personnes. Ce qui revient à dire que c'est à nous maintenant de pouvoir l'adapter maintenant à la situation. Nous avons dans le nouveau concept, par le nouveau concept, dans le réaménagement que nous avons fait, de pouvoir offrir beaucoup plus d'espace en fait dans l'espace open air, pour que, avec la crise sanitaire, que les rapprochements soient moindres aussi dans les espaces ouverts. Nous avons aussi recentrer un peu le festival en fait dans des salles de cinéma pas très éloignées aussi, afin que nos forces de sécurité aussi puissent quand même tenir ce festival dans de très bonnes conditions. Monsieur Saoudgo, deuxième partie de l'émission, nous allons parler actualité. On y était déjà avec le FESPACO. Mais on va évoquer notamment l'insécurité, la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso endeuillé déjà par les 132 morts de Sol 1, à peine les larmes ont séché. 11 policiers qui ont été tués également dans le centre nord, 2 autres militaires partis à la recherche des disparus qui ont sauté sur une mine. Déjà votre réaction face à ces drames-là? Oui, c'était vraiment choquant. C'était choquant de savoir que, je parle d'abord de cas de Solane aussi, de un certain moment de cette histoire, disons, récente de notre pays, les 5 dernières années, sur la question de sécurité. On pensait qu'on était en train de voir, disons, le bout du tunnel, avec tous les moyens, toutes les forces que les autorités, l'État a mis en place, de pouvoir vraiment réussir à réduire à néant, disons, ces ennemis qui nous veulent du mal. On était vraiment très contents. Et moi, qui ai la chance d'être beaucoup en contact avec nos partenaires à l'extérieur du
disons du pays étaient vraiment très contents et motivés de revenir au pays. On commençait vraiment à reprendre notre vie, Ouaga, Burkina comme d'antan. J'étais choqué et j'ai passé une journée au bureau vraiment et je n'avais pas vraiment le courage d'en parler parce que nombreux c'était les personnes qui m'appelaient du monde entier pour savoir en fait le cas du FESPACO. Il fallait les rassurer. Et une fois de plus, vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées à cette famille. Pour la deuxième situation, qui n'est pas très loin de mon village d'origine, en fait, j'étais vraiment très choqué. Nous en parlons au bureau ces temps-ci. Et je crois que, moi j'ai foi à nos autorités, j'ai foi à nos forces armées de pouvoir continuer à pouvoir réduire à néant ces ennemis. Donc, vous restez optimiste dans ce combat? Je reste optimiste dans ce combat. Si nous avons réussi en 2019 pouvoir organiser d'abord même le FESPACO dans une condition encore plus difficile que cette année, et aussi cette situation qui est en train de s'amenuiser revient, mais moi je suis très optimiste. Moi je suis une personne qui est très optimiste et comme je disais tout à l'heure, en fait, personne ne croyait ces 2 dernières années en fait qu'on allait vraiment réussir en fait à réduire en fait cette crise sécuritaire. Et si l'autorité est arrivée, je pense que la situation est revenue, mais je crois fort bien. Monsieur Sangourgo, ouverture du dialogue politique, on l'a vu également la semaine dernière, opposition majorité autour de la même table pour discuter de la marche du pays, organisation des élections, situation sécuritaire. Un dialogue politique donc qui était suspendu, mais aujourd'hui l'opposition vient de suspendre sa participation à ce dialogue politique. Ça veut dire que pour le moment, ce dialogue-là est désormais rompu. Appel à la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Quelle lecture vous en faites? Comment vous réagissez à cela? Oui, bon, moi je pense que la beauté de notre pays, c'est le fait de pouvoir un jour s'asseoir ensemble et discuter. Vous voyez un pays avec plus de 60 groupes ethniques en fait, avec les différends que nous avons entre nous, les différends aussi que nous avons entre nous aussi. On arrive à un certain moment aussi à s'asseoir aussi. Moi je tiens à saluer aussi la sagesse et la compréhension de nos autorités à ce niveau-là. Mais oui, c'est comme dans une famille. À un certain moment, on se retrouve pour discuter d'un problème et lorsqu'il y a des petites des différends, on s'écarte. Quitter le groupe ne veut pas dire qu'on claque la porte. Je pense que c'est tout simplement pour aller réfléchir. Je crois fort bien que c'est ce qu'ils ont décidé et on va revenir. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je crois vraiment à la sagesse de nos autorités. Je crois à la sagesse aussi des dirigeants de ces partis politiques-là pour pouvoir en discuter. Nous avons traversé des moments encore plus difficiles que ceux-là et je crois que cette sagesse, ça va ramener en fait nos autorités, nos responsables des partis politiques à s'asseoir en fait pour qu'on puisse continuer à construire notre beau pays que nous aimons. La réconciliation nationale également, vous l'avez dit, la sagesse pour s'asseoir ensemble et tout, je pense que c'est tout cela. Donc l'objectif du processus de réconciliation nationale, pour vous déjà, c'est une des priorités du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Roch Kaboré. Pour vous, quelle est déjà l'importance de ce processus de réconciliation? Mais d'abord, le fait que notre président il a nommé tout un ministère, pour ne pas dire un responsable en fait, pour cette réconciliation, c'est quelque chose à saluer. Ce qui n'est pas toujours évident. Il y a ce qu'on dit lorsque nous sommes en pleine campagne, en pleine réflexion, et à ce qui, certainement, il faut prendre des décisions. Le fait de pouvoir assumer cette décision, moi je l'ai beaucoup salué entre copains lorsqu'on discute de la situation nationale, nous en discutons et nous avons j'étais très, très content de son choix justement pour cela. C'est une manière de montrer en fait que l'ambition c'est tout simplement de pouvoir un jour vraiment avoir ce pays en paix et que tout le monde soit réconcilié pour qu'on puisse continuer vraiment à vivre heureux ensemble. Certains reprochent aux hommes de culture et aux intellectuels aujourd'hui de jouer les spectateurs aujourd'hui, que ce soit dans la crise sécuritaire, que ce soit dans le processus de réconciliation. On a l'impression que les hommes de culture et les intellectuels se sont mis de côté et laissé la chose entre les mains des hommes politiques. Non, je ne crois pas. Moi, je pense que tout un chacun dans son domaine, en fait, essaie de contribuer, mais à sa manière. Quand je prends les gens de culture, c'est une forme de résilience aussi. C'est une forme de résilience de pouvoir vouloir organiser des événements en telle situation sécuritaire, même politique aussi. C'est une manière de montrer que nous existons. Que nous devons continuer à nous aimer, que nous devons continuer aussi à contribuer de notre manière aussi au développement de ce pays-là. C'est tout simplement, ces personnes-là se disent qu'ils sont faits justement pour leur métier, pour leur travail, pour là où ils se sentent mieux. Et à certains moments, il faut justement continuer là aussi. Et les politiques aussi qui sont dans leur domaine aussi, connaissent mieux leur travail aussi. Est-ce qu'on ne peut même pas dire peut-être que la solution
viendrait, la solution la plus efficace viendrait surtout de ces hommes de culture et de ces intellectuels. Parce qu'on sait que les hommes politiques, la plupart du temps, ont des positions qui sont liées au calendrier électoral. Non, je dirais non, pas du tout. Mais quand on regarde justement ces manifestations culturelles ou artistiques qui se déroulent au pays, quand on voit les organisateurs, ils arrivent à inviter tout le monde en fait là. Le fait d'inviter les différents partis politiques ou les responsables des partis politiques à ce niveau-là, c'est de montrer en fait qu'ils veulent juste regarder dans la même direction sans choisir en réalité. C'est de montrer qu'ensemble en fait, on pourrait peut-être pour un événement qui dure 2 heures, si je réussis à faire venir ces personnes politiques-là et à l'intérieur de ces partis politiques-là et aussi du public aussi, nous avons des personnes aussi qui sont contre aussi plus ou moins de ces partis politiques-là qui peuvent se retrouver là. Peut-être c'est à l'occasion de ces événements-là qu'on arrive à parler. Moi je pense que souvent les grandes décisions, les grands débats en fait, ce n'est pas forcément ce qui se dit au niveau de l'Assemblée nationale. Autour d'un festival de théâtre, de danse ou de musique, lorsqu'on se retrouve là aussi, c'est le moment aussi où on a l'occasion de dire ce qu'on pense. Et c'est comme ça aussi on arrive aussi justement à glisser un petit mot aux politiques aussi, que lors des grandes décisions aussi, arrivent à donner de nouvelles idées. Mais que pensez-vous lorsque les grands hommes politiques qui prennent des décisions, c'est qu'ils ont eu à avoir des informations quelque part. Les informations, c'est dans ces rassemblements de personnes, ces littéraires, ces hommes de culture dont vous parlez tout à l'heure. Covid-19, le Burkina Faso aujourd'hui a franchi un autre cap avec le début de la campagne de vaccination. Une vaccination donc qui est en cours. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près un peu plus de 20 000 personnes déjà qui ont été vaccinées. Beaucoup aujourd'hui restent toujours quelque peu réticents à aller se faire vacciner. Quelle est la lecture que vous avez de tout cela ? Oui, d'abord, il faut saluer du fait que les autorités ont réussi vraiment à circonscrire cette pandémie qui pourrait avoir été plus fatale qu'on pensait. Maintenant, nous sommes, disons, à cette situation, disons, la situation vaccinale, il faut se vacciner. Moi, j'exhorte en fait beaucoup de tout le monde à aller se faire vacciner, d'essayer quand même d'arrêter de penser que, bon, comme disent certains, c'est pas le bon vaccin qui est là. Moi, en tant que délégué général du FESPACO, je crois que si on veut se retrouver au mois d'octobre dans un espace sain et sauf pour pouvoir vivre cette 27e édition du FESPACO, il faut qu'on se vaccine. Et moi, je pense que c'est comme ça, en fait, on pourra garder notre peuple sain et continuer à réfléchir profondément. Mais certains estiment que l'incidence de la maladie est telle que, bon, ils n'ont pas besoin d'aller se vacciner. Oui, on ne peut pas savoir parce que nombreux sont les personnes qui ne font pas les tests non plus. Si on entend il y a combien de morts ou combien de contaminés dans les autres pays, c'est parce que les gens ils font tout simplement les examens. Et aussi, on se dit quoi qu'il en soit, cette maladie, nous sommes déjà malades d'autres maladies. Non, moi je pense que toutes les maladies ont leur gravité et c'est important surtout aussi de pouvoir respecter bien sûr les mesures barrières aussi. Et si on a la possibilité aussi de se faire vacciner aussi, il faut le faire. Moi, je me suis déjà vacciné. Monsieur Saorgo, un mot de l'actualité hors de chez nous pour finir avec la Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo est rentré au pays après près de 10 ans passés à la CPI, finalement blanchi, rentré avec, en tout cas pour objectif annoncé, d'enclencher un nouveau processus pour la réconciliation nationale. Dans le même temps, condamnation de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, à la perpétuité, donc pour atteinte à la sûreté de l'État, Guillaume Soro ainsi que 16 autres de ses partisans. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord, il faut... cela remet aussi déjà en cause, en fait, toutes les, disons, les pensées ou les réflexions qui étaient faites sur la CPI, où c'est justement les chefs d'État africains ou les Africains qu'on a menés à ce lieu-là. Et si on arrivait, on était obligatoirement condamnés. Cela a montré aussi que c'est possible aussi d'y aller et de ressortir aussi, d'être, disons, blanchi de tout ce qu'on vous accuse. Et le fait que le président Laurent Gbagbo a accepté de revenir dans son pays d'origine, c'est de montrer aussi qu'il peut rentrer aussi, apporter sa pierre aussi à la reconstruction de ce pays-là, au lieu de rester à l'extérieur. C'est la beauté aussi de ce pays, c'est comme nous avons parlé tout à l'heure aussi, avoir cette force et cette envie de partir aussi, de savoir que ma personne déjà, ma présence aussi peut aussi donner un peu du baume au cœur aussi de pouvoir continuer. Oui, le cas de Guillaume Soro, oui, c'est vrai, c'est comme on essaie quand même de blanchir, de l'autre partie aussi on essaie de condamner, mais ça je laisse vraiment, disons, les décisions de la justice ivoirienne, parce que je n'en sais pas trop sur cette question. Voilà. Monsieur Saorgo, une réponse très prudente sur laquelle on va s'arrêter, ça va être le mot de la fin.
On rappelle, madame, messieurs, l'invité ce soir est bien monsieur Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Ce qui s'achève donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.